Alors là, je pense que c'est lancé. Mais je suis pas sûre. Je suis pas très douée avec la technologie en fait, dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Peut-être que si je mets ça comme ça, c'est mieux déjà. Hop. Bon, ça m'a l'air parti là, c'est pas mal. Cool. Hey, ça marche. Non, parce que je suis assez nulle avec la technologie, donc ça me fait vachement plaisir quand ça fonctionne. C'est très très cool. Oui, c'est bon. Salut Émilie, salut Elsa. Ça marche, c'est canon. Bah merci, cool. Et le son fonctionne, bah c'est formidable. Hello. Alors, bah écoutez, c'est mon premier live, donc je suis plutôt contente de lancer ça toute seule en fait, parce que le premier live que j'ai fait c'était avec Elsa, et je pense qu'on va en refaire un bientôt d'ailleurs, c'est dans les tuyaux, on s'en est parlé, donc il y a des chances que jeudi on arrive à se trouver un créneau pour le faire ensemble. Émilie, tu n'as pas le son, je ne sais pas pourquoi si les autres ont le son du coup, je sais pas, vous avez le son? Est-ce que vous avez le son? A priori, c'est bon. Bon, là, je sais pas. Si, a priori, vous avez le son. Bah, je sais pas du coup pourquoi ça fonctionne pas pour certains et pas pour d'autres. Si jamais vous avez des soucis, levez la main. Du coup, je disais qu'on allait faire un deuxième live avec Roadbook Endurance, avec Elsa de Roadbook Endurance. Peut-être qu'on le fera sur un programme des confinements pour essayer de vous donner encore plus d'astuces pour reprendre le boulot en douceur après ces 2 mois d'arrêt. Là, j'ai eu pas mal de questions sur ma selle, sur la selle en règle générale, sur la ferrure, sur le fait de démarrer l'endurance, sur un comparatif de marque, sur de la confiance en soi et sur de l'éthologie. Alors ça fait plein de sujets, hein, donc je sais pas si on arrivera à tout balayer, mais en tout cas, démarrons. Et s'il y a d'autres questions, je regarderai au fur et à mesure, j'enrichirai et on verra comment ça tourne. Donc déjà sur ma selle, j'ai reçu une question parce que je ne sais pas si vous avez vu dans une de mes dernières stories, j'ai démonté une selle Wintec. Enfin démonter c'est un bien grand mot, j'ai enlevé juste la vis qui pince en fait le quartier et l'avant de la selle et qui permet du coup de donner accès à l'arcade, éventuellement aux positions des contresanglons, aux matelassures, etc. Et la question c'était comment je me suis rendu compte que ma selle n'allait plus. Et tout simplement en regardant le dos de Cantade en fait. Parce que nos entraînements ils étaient de plus en plus longs, puisqu'on a fait 60 km début mars. Et j'ai hésité quelques jours avant la course à carrément changer de selle parce que je m'étais rendu compte que vraiment j'avais une zone à l'arrière du dos de Cantade où les poils commençaient à être abrasés. Donc là clairement c'est qu'il y a un souci, on n'est pas censé avoir un petit peeling du dos de son cheval quand il y a sa selle. Donc au final vraiment je voulais pas en même temps mettre un élément nouveau, un équipement nouveau comme la selle le jour J d'une course, donc j'ai fait ma course avec cette selle là et effectivement après 60 bornes ça se voyait encore plus. Donc après avec le confinement tout ça j'ai pas pu régler l'histoire, donc je le fais que maintenant, mais en tout cas voilà, c'est la puce à l'oreille. Si jamais vous remarquez des taches blanches, des usures de poils, des problèmes, des spots on va dire où il y a beaucoup de transpiration ou au contraire d'autres où il n'y en a pas, c'est autant d'indices que votre selle mérite un petit checking. Donc je devais le faire aujourd'hui puis au final il a plu, donc je suis pas allée aux écuries pour filmer parce que avec toutes ces histoires de confinement et tout, c'est extrêmement compliqué d'être à la fois protégé de la pluie, c'est-à-dire à l'intérieur, et en même temps moins de X personnes au mètre carré. Donc du coup ce n'est que partie remise. La Cantade, j'ai pas de selle, donc je peux pas le monter. Mais c'est pas très grave, on a le veto qui passe, l'ostéo qui passe. Donc bon, c'est pas super important que je remonte tout de suite. Donc au contraire, je vais attendre que l'ostéo passe et après avec sa nouvelle selle, il sera comme neuf. Ensuite, j'avais une question sur le room tour de ma sellerie.
Bah ouais, je peux le faire. Pas aujourd'hui, parce que vous le voyez, je suis dans mon bureau. Donc c'est pas super pratique pour vous parler de tout mon équipement. Après, je sais pas si ça a un grand intérêt en soi, le room tour de ma sellerie. Parce que j'ai pas de. J'ai rien de waouh en fait. C'est un peu con ce que je viens de dire, mais j'ai des tapis comme tout le monde. J'ai un peu toutes les marques. J'ai une selle Wintech du coup. J'ai une sangle, un bridon Licol. Voilà, mais j'essaye d'acheter mes affaires. J'en ai quelques-unes que j'ai eues gratuitement par mon ancien boulot. J'ai une copine qui m'a filé mon bridon Licol. Mais globalement, comme j'achète mes affaires, j'ai pas non plus des trucs de dingue, quoi. Donc, je peux faire le room tour, hein, ça. Mais bon, vous allez peut-être pas rêver, quoi. Je suis désolée. donc je ferai le room tour, mais du coup pas aujourd'hui. Et je vous montrerai le matos que j'ai moi pour pratiquer l'endurance, comment je m'y suis mis, et est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir des trucs super chers ou est-ce qu'il y a des trucs très abordables qui peuvent convenir. La réponse est oui. Voilà, donc affaire à suivre. Ensuite, j'avais une question hyper spécifique. Une selle pour un frison. Alors attends, j'ai juste Elsa qui me dit: Quoi, t'as pas toutes les couleurs de tapis et Wattmill Licol? Je suis choquée. Bah ouais, quoi. Je suis désolée. Non, bah ouais, c'est con, hein. Ouais. Non, j'avoue, j'ai pas honte en fait, mais non. Ouais, c'est vrai en fait. Alors, petit intermède, mais c'est vrai que certains blogueurs, on leur donne beaucoup de matériel pour qu'ils en parlent. Donc forcément, ils ont Wattmill Color, puisque chaque année, ils ont les nouvelles collections de toutes les marques du monde. Mais si ces gens-là, ils devaient vraiment acheter leur matos, je suis convaincue qu'ils auraient beaucoup moins de couleurs et beaucoup moins d'affaires. Donc voilà, comme c'est mes sous, ouais, j'ai un truc ou deux, et après, c'est cool quoi. Ça sert à rien d'avoir le dernier verre à la mode ou le. C'est presque le même verre qu'avant, mais pas tout à fait. Donc bon, voilà. Ça se discute, mais non, moi je considère que si j'ai un verre, c'est bon quoi. Voilà, mais je suis une mauvaise consommatrice pour ça. Désolée. Allez, du coup, j'enchaîne sur la question pour la selle pour le frison. Alors en plus, cette personne, elle me demande une selle pour un frison et elle a particulièrement en tête un modèle de Décathlon et elle me demande mon point de vue. Alors là, je suis un peu embêtée parce que déjà, je ne sais pas de quel modèle elle parle, donc j'ai un peu de mal pour lui donner plus de détails. Et de deux, je suis encore plus embêtée parce que une selle, c'est extrêmement personnel. Et il y a des gens qui, avec la même selle, seront hyper à l'aise et d'autres qui n'aimeront pas du tout. Alors, je ne me permettrai pas, même en tant qu'ex-ingénieur produit, de donner mon avis sur les selles Décathlon sur un blog. Ce sont aussi des choses un petit peu confidentielles et donc je ne peux vous parler que de mon ressenti à moi en tant que personne. Donc, moi, il y a des selles de Décathlon qui ne me conviennent pas et d'autres qui me conviennent très bien. J'ai été hyper surprise, par exemple, de la selle le premier prix, la selle Cynthia. Moi, c'est mon coup de cœur personnel. Si je devais acheter une selle chez Decat, et je l'ai fait, je prendrais ce modèle-là. Il a le désavantage de ne pas être modifiable à l'heure actuelle. On ne peut pas toucher l'arcade ou les matelassures. Sur les selles un petit peu plus élevées qui s'appellent la Ride ou la Romeo, la Paddock, pardon, enfin la synthétique ou la cuir, on peut toucher l'arcade, ce qui est déjà un bon point. Mais c'est vrai que moi, ces selles-là, personnellement, je ne suis pas bien dedans. Donc c'est un petit peu compliqué de répondre à la personne. Parce que moi, je lui conseillerais du coup la selle premier prix. Mais c'est peut-être pas aussi, ce qui ira à son cheval et deux, ce qui lui ira à elle. Donc du coup... il faudrait mettre un micro. Merde. Je vais peut-être me rapprocher alors du coup. J'ai mis un trépied pour être peinard, mais je vais rapprocher le micro. Hop là. Donc du coup, je suis un peu embêtée pour répondre à cette personne parce que voilà, je sais pas quels sont ses critères et comment est son cheval. Par contre, ce que je peux lui conseiller, c'est d'aller en magasin Décathlon. Et ça marche aussi pour les magasins PAD, donc je fais pas spécialement de pub, pour dire qu'elle peut tester la selle.
C'est-à-dire que je crois que c'est en donnant une caution, ou en tout cas en donnant de quoi décliner son identité pour retrouver cette personne-là, elle peut essayer la selle pendant une semaine. Et ça, je trouve ça très très bien de le faire, parce que c'est mieux qu'un essai statique où on pose la selle sur le dos et où on regarde si ça va ou pas. Là, quand on a la selle pendant une semaine, bah, ça permet de faire quand même une, deux, trois, je sais pas, quatre sorties, cours avec. Et donc on se rend compte vite si ça va à son cheval ou si bah, finalement ça va pas, et, parce que nous on n'est pas bien dedans. Donc voilà, j'invite plutôt la personne à se rapprocher de son magasin et à demander si elle peut essayer la selle. Ça se fait, je sais qu'il y a pas mal de magasins qui ont des selles tests. Donc voilà, moi je pense que ce serait déjà une première bonne étape pour voir si effectivement dans son budget cette selle-là va. Après, moi je suis hyper fan des selles Wintec parce que justement j'ai fait plein de découvertes cette semaine sur ma selle Wintec. Je sais qu'elles sont plus abordables, c'est pas tout à fait les mêmes prix que des 4, mais ça permet plus je vais changer la phrase, on peut les adapter beaucoup plus facilement. Donc du coup, ça peut avoir un intérêt et on peut les acheter peut-être d'occasion. Si on a les possibilités d'adapter, on peut se dire, bon bah je l'achète d'occasion et puis au fur et à mesure, j'achèterai l'arcade, les matelassures, etc. qui vont bien. Mais oui, ça fait très pro dans mon bureau. C'est mon vrai bureau en plus. Hein. Ouais, bon, j'avoue, j'ai fait quand même un coup de propre derrière pour que ce soit beau, quoi. Donc, ouais. Est-ce que je connais des saddle fitters? Oui, mais j'en connais peu finalement par rapport aux régions. Donc, je peux vous conseiller d'aller voir le site Ergonomie équestre, où j'ai eu par exemple sur le podcast Eugénie Cotreau, qui est ergonome équestre, saddle fitter, et donc qui a développé tout un réseau sur la France. Après, personnellement, dans mon boulot, j'ai été formée par un saddle fitter qui était indépendant, qui n'appartenait pas spécialement à un réseau. Donc il y en a aussi pas mal dans chaque région. Et bah là, c'est plutôt par du bouche à oreille, c'est plutôt par peut-être des recherches sur Facebook, sur Google, pour trouver un saddle fitter près de chez vous. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a. Donc, il y a des réseaux et puis il y a aussi des indépendants qui peuvent être parfois partenaires de selleries locales ou de clubs. Donc, c'est vrai que là, c'est à voir, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les selles, d'ailleurs? Elle est où la photo de Cantate dans ton bureau? Hop, elle est là. Et d'ailleurs, il y a Goupix avec sur le tableau. Eh oui, haha, t'y croyais pas, hein? Eh bah si, Amélie. Si. C'est les photos que tu m'as données en plus, alors tu vois. Eh. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la sellerie? Sinon, bah écoutez, moi je vous propose qu'on passe sur la ferrure. La ferrure, donc j'ai eu une question. Ai-je une expérience de l'endurance, rando ou balade, pieds nus ou avec chaussures? Et ben mon expérience pieds nus a été assez courte en fait avec Cantate, puisque dans mes grands idéaux... Oh pardon, attends, le temps que la question arrive, en fait j'ai eu le temps de passer à autre chose. Qu'est-ce qui est bien avec les arçons modulables? Niveau étrier, tu as des préférences? Ok, alors j'attends un peu pour la ferrure. Je suis désolée, hein, le temps que les questions apparaissent, je pense qu'il y a un petit temps de latence et j'ai pas attendu assez. Alors, qu'est-ce qui est bien avec les arçons modulables? Le fait qu'ils peuvent bouger dans le temps, tout comme le dos de votre cheval peut bouger dans le temps. Alors, il y a des arçons qui sont plus ou moins faciles à travailler, qui parfois demandent du coup à ouvrir la selle, comme la Wintec, ou comme les Decat, ou comme d'autres modèles, pour aller changer l'arcade. C'est-à-dire que l'arçon de base, on va dire qu'il est en sorte de plastique, et qu'avec l'arcade qui est métallique, on va contraindre plus ou moins ce plastique pour l'ouvrir ou le fermer. Et puis, il y a des marques comme Prestige, par exemple, qui, elles, demandent un autre appareillage, mais permettent de remodeler la selle sans avoir à l'ouvrir. Alors, c'est une assez grosse machine de mémoire, et en fait, ça chauffe, entre guillemets, un peu, suffisamment pour pouvoir travailler l'arçon à l'intérieur, mais suffisamment peu pour ne pas abîmer le cuir. Et comme ça, on va pouvoir venir fermer ou ouvrir un petit peu.
Voilà, en chauffant en gros, hein. Je fais un très gros raccourci pour que ce soit facilement explicable et compréhensible, mais l'idée est bien là. On peut venir entre guillemets chauffer pour modeler. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet de faire vivre la selle dans le temps. Tout simplement parce qu'on peut acheter un cheval qui est jeune et qui, en vieillissant ou en travaillant, va complètement changer de morphologie. Comme nous, on n'a pas forcément la même morphologie quand on a 20 ans, quand on est sportif, quand on a 30 ans et qu'on a peut-être une famille, qu'on est un peu plus posé. Voilà, même si on a gardé le même rythme de sport, on évolue. Nos pantalons ne nous vont parfois plus aussi bien. Mais si on a vraiment envie de garder le même, c'est sympa de pouvoir le retravailler, quoi. Et niveau étrier, est-ce que j'ai des préférences? Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Moi, j'ai pas spécialement de problème au niveau cheville, articulation, genoux, etc. Donc, moi, j'ai des étriers basiques. J'ai eu des étriers compositis quand j'ai démarré l'endurance, avec un petit plancher qui peut bouger. Là, j'ai des étriers fermés, je sais même pas quelle marque c'est d'ailleurs, avec une coque parce que je monte en basket. Non, j'ai pas spécialement d'étrier. Je peux pas vous donner mon avis sur les Flexon, par exemple. Alors, j'ai entendu beaucoup de chouettes retours sur les Flexon, donc j'imagine qu'ils sont très très bien. Moi, par exemple, j'ai un petit problème avec les Flexon parce que tu as quand même des petites pointes métalliques qui viennent se planter dans ta semelle. Donc voilà, je me dis, bon, ils n'ont pas trouvé mieux pour gérer l'adhérence du plancher aux chaussures du cavalier. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Voilà, après, ça c'est hyper personnel, mais ça n'engage que moi. Si vous avez des questions, du coup, je passe à la question suivante et je reviendrai après, au cas où il y a des autres questions sur l'équipement. Donc sur la ferrure, est-ce que j'ai une expérience de l'endurance, de la randonnée ou de la balade pieds nus? Donc je disais que moi j'avais une expérience très courte pieds nus parce que dans mes grands idéaux de vouloir laisser mon cheval pieds nus, j'ai démarré comme ça. Et Cantan m'a vite rattrapé en fait, hein. Il marchait sur des œufs et vraiment ça n'allait pas du tout. Donc j'ai été obligée de le ferrer. Voilà. C'était à mon grand désespoir. Je voulais mettre des chaussures. Ceci dit, j'avais pas forcément le budget à l'époque parce que je trouve que les chaussures c'est extrêmement cher. Alors c'est vrai que si je visais le long terme, la chaussure aurait été rentable, hein. Je dis pas le contraire. Mais en termes de sortie d'argent pur, brut, à l'instant T, je pouvais pas, parce que ma ferrure, elle coûtait vraiment pas cher. Ça me coûtait 50 € à l'époque de ferrer Cantad à l'avant et de le parer à l'arrière, ce qui est relativement peu, toutes les 6 semaines. Alors que la chaussure, tout de suite, ouais, voilà, ça coûtait un peu plus cher et j'avais pas la trésorerie pour acheter une chaussure et ensuite, et ensuite continuer comme ça. Donc j'ai dû ferrer à l'avant. Ça s'est super bien passé dans le nord, on est passé partout. Ensuite, suite au déménagement dans le sud, ça n'a plus été suffisant. Et là, non seulement j'ai dû ferrer à l'arrière, mais j'ai dû aussi plaquer et siliconer à l'avant. Donc bon, là, clairement, la question de l'hyposandale se pose, puisque maintenant, ma ferrure me coûte 165 € toutes les 6 semaines. Donc là, c'est quand même un budget. Et je me dis, avec une hyposandale, je vais rentabiliser plus vite. Alors, sauf que là, bon, il y a eu le confinement. Il y a peut-être une course qui va se passer en septembre. On ne sait pas trop si ça va redémarrer ou pas. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je me dis que cet hiver, je vais en profiter. Et je vais vraiment pousser plus loin le côté hyposandale. Donc, je vais déferrer Cantad, profiter de l'hiver, du fait que les entraînements seront plus légers, qu'il y aura quand même une période creuse, pour tester l'hyposandale. Et voir si laquelle peut convenir à Cantad, comment, pourquoi, comment ça marche. Peut-être aussi me former sur le parage, puisque j'ai cru comprendre qu'avec une hyposandale, il faut parer vachement plus souvent, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On ne peut pas attendre 6 semaines en espérant que son hyposandale convienne vraiment parfaitement au pied pendant 6 semaines. Donc ouais, voilà. Je me dis, j'ai un petit peu de temps là pour cet hiver pour essayer de voir au niveau matériel, au niveau ferrure, ce qu'on peut faire. Comme ça, en plus, ça rejoindra quelque chose qui me tient un peu à cœur, le côté pieds nus, le côté nature, on va dire.
de Cantat, parce que je suis pas hyper à l'aise quand même avec le fait de le ferrer, même si ça a fait ses preuves. J'ai pas mieux là aujourd'hui, donc on continue comme ça. Mais c'est vrai que je préférerais qu'il ait soit des fers en plastique. J'ai regardé aussi du côté des Duplo. Là, les retours étaient mitigés sur les Duplo. Alors, j'ai des gens qui m'ont dit que c'était top pour leurs chevaux, d'autres au contraire que ça les avait flingués. Donc bon, voilà, à voir si ça peut être une réponse ou pas. Voilà, en soi j'aime bien l'idée des Duplo, j'aime bien l'idée de l'hyposandale, donc je me dis cet hiver, on va s'y pencher tout simplement, on va prendre le temps de le faire et on verra bien. Parce que ouais, 160 € ça pique, hein. Ça pique pas mal. Petit conseil, trouve un bon professionnel du pied nu. Ouais, bah là je lance un appel, hein. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui se déplace dans les écuries pour faire essayer des hyposandales, je prends. Parce que j'en ai pas trouvé des pros qui peuvent m'accompagner sur ce sujet-là. Alors, autant des saddle fitters, des beat fitters, on en trouve, autant des shoe fitters, je trouve qu'il n'y en a pas. Donc si jamais quelqu'un a envie d'allier sa passion, de créer sa boîte et de proposer des tests sur les chaussures, je pense qu'il y a un marché. En tout cas, ils ont déjà un client. S'ils ont la motivation de venir jusqu'au fin fond de mes écuries à Cossol. Parce que oui, c'est ça aussi le problème. Vu que je suis dans un lieu paumé, il y a peu de gens qui se déplacent en fait jusque-là. Et ça, c'est un peu chiant. Les Ofena, je sais pas ce que c'est, mais je note l'idée du coup. J'imagine que ce sont des fers. J'imagine que ce sont des fers du coup. Enfin des fers. Ofena, ok, je regarderai. Oui, non, mais je suis sûre qu'il y a un truc à faire en chou-fitter. Je suis sûre. Ici, qu'en para, je suis à 30 € hors taxe. Ah bah ouais. Ouais. Bah, j'avais ça au départ. Quand Tad était pieds nus, ça me coûtait 35 €. C'était magique, quoi. Ouais, SOS Sabot, bah ouais, ça peut être une bonne solution. Sauf que si j'ai bien compris, bah, il t'envoie en fait une coque, mais tu peux pas vraiment enfin, tu peux faire de l'essayage, mais statique. Tu peux pas partir avec, par exemple, pour faire un tour en carrière et voir si ça convient vraiment à ton cheval. Si j'ai bien compris, hein. Non, les Ofena sont des étriers aimantés. Ah, pardon, ok. Bah, tu vois, tu m'as appris quelque chose, je ne connaissais pas les étriers aimantés. Mais oui, il y a plein de systèmes autres que ces clous, la Flexon. Bah, ça marche très bien, tant mieux, mais c'est vrai que moi, psychologiquement, ça me fait un petit truc de me dire que je vais empaler ma semelle sur des petites pointes en métal. C'est psychologique, hein, complètement. La start-up Cantat Denshu. Bah oui, écoute, on y réfléchit si mon côté entrepreneur se réveille. Allez, on passe sur les questions endurance. Alors j'en ai quelques-unes extrêmement light sur le démarrer l'endurance, en particulier sur l'achat du cheval. J'ai Marie qui me demandait si elle pouvait acheter un espagnol pour faire de l'endurance. Alors oui, Marie, tu peux acheter un espagnol pour faire de l'endurance. Ça dépend jusqu'à quel niveau tu as envie d'atteindre en fait pour faire tes courses. Si tu fais juste, entre guillemets, je le mets vraiment entre guillemets, des petites courses, on va dire jusqu'à moins de 60 km, bah, au contraire, vas-y, tous les chevaux peuvent faire de l'endurance. On va dire que les arabes et pur sang arabes s'en sortent mieux parce qu'ils sont morphologiquement et métaboliquement faits pour. Par contre, il y a plein de chevaux qui s'en sortent très très bien. Par contre, si tu as l'idée de un jour faire 100 km avec ton cheval en endurance, bah là, je te le dis tout de suite, ne prends pas un espagnol. Tu ne sais pas si tu vas avoir le bon, celui qui te permet d'être l'exception. Donc, prends plutôt un cheval arabe ou demi-sang arabe. Après, peut-être que ça existe, espagnol-arabe, c'est possible, hein. Mais voilà, ça dépend vraiment si tu veux le faire en mode loisir ou si tu veux le faire en mode, on va dire, un petit peu plus amateur. Et jusqu'à quel point tu as envie de te mettre à l'endurance. Ensuite, j'avais une question de comparatif de marque. J'avais déjà eu un story et j'ai réu la question cet après-midi. Qu'est-ce qui est mieux entre un bridon SP France et un bridon Zilco ? Bah, je suis hyper embêtée parce que j'ai pas la réponse. Je n'ai pas vocation à comparer des marques en fait et à donner des jugements sur des marques. Oui, j'ai une culture d'ingénieur, donc oui, je peux vous dire si le produit est bien en soi. Après, je suis incapable de vous dire si une marque est mieux que l'autre.
Après, voilà, je pense que c'est extrêmement personnel. Il y en a qui préféreront SP France, d'autres qui préféreront Zilko. Sachant que ce sont des créneaux aussi qui sont différents, les prix sont pas tout à fait les mêmes, c'est une fabrication qui est artisanale ou qui ne l'est pas, donc vraiment voilà, les critères sont trop importants et vraiment je n'ai pas matière à juger et à vous dire lequel est meilleur. Tout ce que je peux dire par contre, c'est est-ce que le produit vaut le coup, est-ce que c'est un bridon qui est bien conçu ou pas. Et la réponse dans les deux cas, oui, c'est un bridon, c'est fait en biotane, ça va tenir la route, il n'y a pas de souci, vous avez de la couleur. Ouais, enfin, comme dit Elsa, les deux ont des très bons côtés, les deux ont des moins bons côtés, comme toute marque. Donc vraiment, j'ai pas vocation à juger les marques. Euh, et puis aussi, je trouve ça difficile de juger une marque parce que si vous êtes un petit peu... si vous vous mettez dans leur basket, c'est aussi un créneau qu'ils ont pris. Il y en a qui ont pris des créneaux un peu luxe, d'autres des créneaux un peu grande distribution, des créneaux artisans ou des créneaux voilà, de production de masse. Et du coup, c'est incomparable. On ne peut pas comparer Decathlon et Hermès, c'est impossible. Celui qui le fait, il est débile. Voilà, donc du coup, bon, voilà, je suis désolée, j'ai vraiment pas vocation à faire un comparatif de marque. Voilà, essayez de trouver le bridon qui vous va bien et la marque qui vous parle le plus. On parle d'hispano-arabe, on peut... Oui, oui, en plus il a un chouette nom unique. Hein, il était bien unique pour le coup. On a au moins 2 pros du Ouf Fitting en Rhône-Alpes. Si je retrouve les noms et qu'ils se déplacent, je te ferai suivre. Ah voilà, le Ouf Fitting. Je savais pas que ça existait, mais je suis ravie de l'apprendre. Enfin, le Ouf Fitting. Ouais, exactement. C'est perso les sensations. Donc on peut vraiment pas extrapoler et c'est ça qui fait à la fois la difficulté et le charme de la discipline, c'est qu'il y a vraiment plein de marques, plein de matos et il faut trouver celui qui nous convient. C'est chiant, hein, mais quand on a réussi, c'est une très belle victoire et c'est très très cool. Donc pour les marques, écoutez, peu importe la marque, moi je conseillerais plutôt de savoir si vous êtes en phase avec ses valeurs, si vous aimez bien les personnes qui sont dans les marques et si vous aimez bien le matériel. Puis après, si ça vous va, go, hein. Il n'y a plus qu'à. J'avais une question sur les pantalons d'équitation, lequel choisir? Ok, alors c'est un sujet encore plus vaste. Je suis ingénieur textile, mais j'ai pas fait de pantalon d'équitation. Donc, là, la réponse, elle va être, complexe. Déjà, c'est pour faire quelle discipline? Du saut, du dressage, de l'endurance, on va pas rechercher les mêmes choses. Est-ce que vous aimez être grippé ou pas? Enfin, grippé, accroché dans votre selle ou non? Parce que il y a des pantalons fond de peau qui sont plutôt pour les dresseurs, qui ont une bonne sensation d'accroche au niveau de la selle. Après, vous avez des pantalons où il n'y a que des basanes, c'est-à-dire les zones au niveau des genoux et parfois au niveau des fesses. Pour l'adhérence, vous avez des petites silicones, vous avez des petits motifs en silicone qui permettent de l'accroche, mais pas trop. Et puis finalement, vous avez les pantalons d'endurance qui sont presque en mode legging, en fait, où c'est vraiment pour éviter les plis. Il n'y a pas trop d'accroche parce que, en règle générale, les cavaliers d'endurance, ils sont un peu babacool dans leur selle. Hein. Ils sont ou debout ou un peu en mode Harley Davidson ou assis. Et finalement, ils sont pas du tout en position académique. Donc, eux, ce qui compte, c'est la liberté de mouvement et le fait d'être bien dedans. Donc voilà, sur le pantalon... La question est beaucoup trop vaste, juste comme ça, le pantalon d'équitation, lequel choisir. Puis ça dépend aussi de votre budget. Alors, moi, j'ai beaucoup de pantalons Décathlon parce qu'ils font des très bonnes choses et mon porte-monnaie est très content. Mais après, il y a des gens qui n'aiment pas et qui préfèrent avoir des pantalons bien plus spécifiques, ne serait-ce qu'en endurance. Moi, j'ai le premier prix legging de Decat et j'ai le pantalon mèche. Voilà, ça c'est mes pantalons fétiches pour faire de l'endurance. Il y en a qui préfèrent des pantalons qui s'appellent, de la marque HG Sport. Pareil, qui sont en mode legging, qui sont très très bien.
Mais ça dépend aussi des couleurs, de son budget, de ce qu'on a envie d'avoir. Donc voilà, désolée pour la question, elle est un peu trop large. Un peu trop large. Je retiens le coup de la Harley Davidson. Bah ouais, tu t'es jamais dit, toi, qu'ils étaient en position Harley Davidson? Le cul en arrière et les jambes en avant? Ça, c'est pas du tout académique, hein. Et pourtant, tous les cavaliers de haut niveau ont cette pose-là, donc il y a un truc à faire, je pense. Moi, j'ai pas encore la position Harley Davidson, mais je pense que je vais y travailler. Après, j'avais une question. Alors, éthologie. Est-ce que les chevaux peuvent jouer la comédie? Bah, je ne pense pas, personnellement. Je ne pense pas. Par contre, je pense qu'ils peuvent avoir des comportements que nous, on interprète comme ça, parce que c'est la seule façon pour eux de faire passer un message. Oui, en tout cas, ils ont bien associé notre réaction à leur comportement. Donc, je fais par exemple un petit aparté. Si jamais... Attendez, parce que là, j'essaie d'être multitâche, mais j'y arrive pas. Si jamais votre cheval a compris que, je sais pas, s'il a peur, enfin, s'il tombe inanimé quand vous mettez la selle, bah, y a des chances en fait que la prochaine fois que vous mettiez la selle, il tombe inanimé. Parce que en faisant la même réponse, vous avez le même comportement. Donc oui, on peut se dire du coup que le cheval joue la comédie, mais c'est juste qu'il a associé dans son apprentissage que cette réponse-là amenait un comportement bien défini à vous. Donc voilà, peut-être que du coup, on va dire qu'il joue la comédie. Après, vous avez aussi des chevaux qui, je ne sais pas, s'ils commencent à farfouiller dans votre veste, vont avoir un bonbon. Bah, du coup, lui, il comprend que farfouiller dans la veste égale bonbon, donc il va forcément farfouiller dans votre veste. Et puis on va dire, bah, c'est un farceur, c'est un joueur. Oui, c'est vrai, mais c'est juste qu'il a appris de vous que un comportement égale une réaction bien définie, bien précise. Donc du coup, bah voilà, peut-on dire que les chevaux jouent la comédie? Non, je ne pense pas. Par contre, je pense que nous, on peut les influencer de bon ou de mauvais gré pour un comportement bien précis que nous, on interprète comme étant de la comédie. On a retrouvé Émilie. Et ben c'est cool si tu m'entends, Émilie. Je trouve ça génial. Voilà, donc je ne sais pas si la question éthologie est suffisamment pertinente. Voilà, avant de dire que votre cheval joue la comédie, posez-vous la question, est-ce que vous avez toujours le même comportement? Est-ce que c'est toujours la même chose? Voilà. Bah ouais, voilà. Émilie qui nous dit: j'ai le cas avec un âne qui se couchait à chaque fois qu'on amenait le vent. On a fini par se mettre à 6 pour le faire monter et depuis il a arrêté. Bah oui, parce qu'il avait compris que du coup quand il se couchait il allait pas dans le vent, donc loin d'être bête, il s'est dit qu'il allait faire ça à chaque fois. Puis bah le jour où on l'a mis dans le camion malgré tout, il s'est dit bon bah ok ça marche plus, donc bon bah je vais pas le faire, tant pis. C'est une super histoire, il est loin d'être con cet âne, très très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hop. Alors après, il y avait une question confiance. Je trouvais ça top. Alors attendez, parce que à la base, je voulais faire ça sur mon ordi, puis finalement, je suis passée sur mon téléphone. J'ai des problèmes dans ma vie. Et donc la question confiance, comme elle était assez longue, je vais la lire. Alors c'est Marjorie qui dit: je voulais savoir si tu as une idée pour être en confiance à cheval. J'ai eu 2 accidents, double fracture de la malléole et de grosses contusions suite à un soleil. Tout s'est passé en entraînement d'endurance. C'était pas avec ma jument, mais chaque fois que je la monte, je suis pas vraiment détendue. Désolée pour le pavé, mais si jamais tu as une idée. Alors, du coup, là, c'est le sujet de la confiance en soi et en son cheval. C'est un sujet qui est hyper vaste et qui malheureusement n'a pas de réponse aussi simple. Alors Marjorie, visiblement tu as des soucis quand tu ne montes pas ta jument. Donc déjà, est-ce que tu es obligée de monter ce cheval avec qui tu as eu des problèmes? Est-ce que c'est parce que tu es obligée de l'entraîner? Est-ce que tu peux passer la main à un autre cavalier ou pas? Est-ce que tu es obligée de le monter direct dehors ou est-ce que tu as le temps
de refaire un peu de travail à pied et de reprendre confiance à pied. Parce que déjà, ça peut être super. Se refaire confiance mutuellement en étant à pied, c'est un endroit où l'homme, de manière générale, est plus à l'aise. Et donc, si l'homme est plus à l'aise, on peut plus facilement retravailler sur la connexion et se dire, reprendre le travail de base et ça passe, quoi. Après, si, entre guillemets, tu es obligé, parce que pour des raisons professionnelles, tu es obligé de sortir d'un coup et d'y aller, là, effectivement, il faudra peut-être travailler sur le mental. Et il y a beaucoup de choses pour travailler sur le mental. Tu as la préparation mentale, que j'expérimente moi-même. Moi, j'ai vraiment l'optique de sortir en compétition, donc j'ai un préparateur mental. Mais je sais que ce préparateur mental peut accompagner, en tout cas un préparateur mental peut accompagner si on a des problèmes de remise à cheval. Il y a du développement personnel aussi qui fait écho. On peut trouver, comme le dit Hello, de l'hypnose, de la sophrologie, un coach, en tout cas un accompagnant qui va te permettre de te remettre en confiance, et ça peut passer vraiment par plein de choses. Soit reprendre les bases de l'équitation, soit essayer de comprendre quelle est ta peur. Est-ce que tu as peur de tomber? Est-ce que tu as peur de perdre ton cheval? Est-ce que tu as peur de te faire mal? Et essayer de comprendre ta peur et de la transformer. Parce que la peur en soi, c'est un super outil, on la dénigre souvent en équitation et de manière générale dans la vie, mais c'est juste une réaction de notre corps pour nous dire que là, on est potentiellement en danger et qu'il n'est pas super à l'aise. Donc du coup, c'est quelque chose pour notre bien. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est vraiment pour notre bien. Donc si tu as des problèmes pour te remettre à cheval, si n'importe qui a des problèmes pour se remettre à cheval, l'idée c'est vraiment de comprendre pourquoi il a peur et d'essayer de l'aider. Et ça peut vraiment passer par plein de trucs, hein. Je le redis, ça peut passer par du travail à pied, ça peut passer par reprendre des cours dans un manège fermé, ça peut passer par se faire accompagner au niveau mental, avec de la préparation mentale, de l'hypnose, etc. Ça peut tout simplement passer par le fait d'avoir des copains avec soi quand on repart en balade pour la première fois avec ses juments, ou essayer de ne pas se remettre dans le même contexte. Peut-être que si tu es partie toute seule et que tu as eu des soucis avec cette jument, peut-être que partir à 2, à 3, ça peut te remettre en confiance sur un certain nombre de fois, et puis un jour tu pourras repartir tout seul. Ça, voilà. La peur à cheval, c'est un vaste sujet qui se traite de plein de manières, et on peut vraiment combiner toutes les manières. Donc encore une fois, c'est une réponse qui est à la fois vague et qui en même temps peut donner plein de pistes. Donc j'espère que ça peut faire écho, en tout cas que tu pourras trouver des solutions. Ne serait-ce que parler à des potes, de dire là je me sens pas à l'aise, j'ai peur, viens. Déjà en parler, ça fait du bien et ça peut libérer plein de choses et ça peut extérioriser plein de choses. Donc ça vaut vraiment le coup d'en parler autour de toi. Après, si t'es pas à l'aise pour en parler avec certaines personnes, choisis bien ton créneau, choisis bien tes amis à qui partager tout ça. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est loin d'être anodin, qui n'est pas du tout tabou et sur lequel on peut complètement travailler. Alors, Émilie nous partage son expérience. J'ai fait une chute il y a 8 ans, un jeune que je voulais prendre en demi-pension. J'ai chuté, à peine monté, j'ai fini aux urgences. J'ai pas pu remonter pendant 2 ans. Puis j'ai essayé le western où les chevaux sont vraiment éduqués, pas comme en classique, et j'ai pu reprendre confiance. Le changement de discipline m'a fait du bien. Bah oui, voilà, ça c'est aussi le cas. C'est un très bon exemple, Émilie, parce que du coup ça fait aussi écho chez moi en fait. Parce que j'ai arrêté l'équitation pendant quasiment 12 ans. Quand je me suis remis à cheval, j'ai voulu reprendre les disciplines classiques et j'ai fait l'erreur à la fois de reprendre une demi-pension qui était jeune et je ne savais pas qu'elle n'avait jamais sauté de sa vie. Et donc quand j'ai repris mes premiers cours de saut d'obstacle avec ce cheval-là qui n'avait jamais sauté, ça s'est très mal passé. Je suis tombée, je me suis fait mal. Et là, je me suis dit, bon, Angers, déconne plus. Maintenant que tu as 30 ans, tu te répares plus aussi bien que quand t'en as 15. Donc, j'ai changé. Enfin, voilà, c'était le coup de pouce qu'il me fallait pour changer de discipline, parce que l'endurance me plaisait déjà, mais j'osais pas y aller. Donc, c'est vrai, voilà. Est-ce que tu peux changer de discipline? Est-ce qu'il y a d'autres équitations qui te plairont autant? Voilà, je ne sais pas, mais ça peut être des questions à se poser, quoi.
Ça confirme mon choix de retourner prendre des cours avec ta jument. Bah écoute, je suis hyper contente. Ouais, prendre des cours, se faire accompagner, peu importe, par une personne de confiance, je pense que c'est vraiment le truc qui aide, le truc qui débloque. Après, trouver le bon coach, ça c'est un autre souci, parce que tous les moniteurs ne nous conviennent pas. Il y a des moniteurs qui seront plus pédagogues que d'autres. Voilà, c'est un peu comme dans Top Chef, hein. On n'a pas tous envie d'être avec Philippe Etchebest. Hein. Non, non, non. Voilà. Donc, bon, ben, du coup, voilà, trouver le bon moniteur, c'est hyper important. T'es vieille, bah, je sais pas, moi j'ai 33 ans. Quand je vois les autres blogueurs, ouais, des fois je me dis que je suis un peu vieille quand même. Mais dans ma tête, ça va super bien. Et du coup, on parlait sur les moniteurs. Ouais, trouver son coach, c'est hyper important et c'est pas forcément facile. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Essayer de trouver un coach qui est bienveillant, et ça, c'est pas évident, et qui est positif. Moi, ce que je reproche beaucoup aux coachs, c'est de nous dire ce qui ne va pas, mais de ne pas nous dire comment faire bien. Je prends un exemple. Et je vais prendre un exemple personnel pour le coup. Moi, souvent, j'ai un défaut, c'est que je regarde vers le bas. Et donc, mon coach me dit toujours, ne regarde pas vers le bas. Ok, mais je dois faire quoi du coup ? Dis-moi, regarde l'arbre en face, ce sera vachement plus facile pour mon cerveau et ce sera vachement plus facile pour moi à faire. Donc voilà, essayez de trouver un coach qui vous facilite la tâche et qui vous donnera des clés, non pas pour ne pas faire, mais pour faire. Et ça, c'est vraiment pas évident, et ils sont eux-mêmes pas entraînés comme ça. Mais si jamais vous trouvez cette personne là, qui arrive à switcher pour vous donner vraiment exactement ce que vous devez faire, c'est cool. C'est vraiment hyper important d'avoir, bah oui, comme dit Olivia, le feeling, le même point de vue sur le travail, vraiment être en phase de A à Z sur la façon d'aborder les exercices, et sur le déroulé, sur voilà, la fréquence, l'intensité, c'est hyper important. Donc, petit conseil d'Elsa, reprendre des cours dans la douceur, voire prendre des cours de longe pour faire plus de communication avant de remonter dessus, ça peut être très très bien. Tant qu'on y est dans la communication, je ne sais pas si tu es féru de communication animale, mais en tout cas, c'est une expérience qui peut être très très bien aussi pour refaire du lien avec ton cheval, refaire du contact. Donc on espère qu'on t'a tous aidé. Moi j'ai changé l'animal, je fais de l'âne pour le loisir. Ouais, c'est vrai que des fois on n'est pas tous en phase avec nos chevaux, et changer c'est pas mal du tout. Voilà. Bah, c'était les grosses questions que j'avais. Alors, je sais pas quelle heure il est 44 en même temps, donc c'est pas mal. Là, je me dis que j'ai pas mal géré au niveau temps. Ça nous laisse un quart d'heure. Du coup, bah là, feel free, parce que j'ai plus de questions de préparation que vous m'avez envoyé tout cet après-midi pour la préparation. Donc, allez, soyons dingues. Je me lance dans le vide, dans l'inconnu. Mon coach était hyper dur avec moi, mais niveau travail, il m'expliquait tout. Même s'il n'était pas d'accord avec certaines choses, comme la muserolle ou l'âge du débourrage, il a toujours respecté, il n'avait rien imposé. Ouais, ça c'est top. C'est hyper dur de trouver un coach qui respecte nos choix et qui fait avec, parce que c'est vrai qu'ils ont souvent tendance à vous imposer leur vision, et c'est hyper difficile. Il faut utiliser des formulations de phrases positives sans négation, parce qu'en disant « ne fais pas ça », le cerveau se focalise quand même sur le problème plutôt que sur la solution. Bah oui, le cerveau, il est incapable de ne pas faire quelque chose. Donc, si je vous dis, n'imaginez pas une girafe bleue, il y a 99,9% de chances que vous ayez juste retenu girafe bleue et que du coup, vous ayez une image de girafe bleue dans la tête. Ça, c'est un truc de dingue. La monitrice est très pédagogue, j'en ai vu pas mal. Je veux bien le contact pour la communication animale. Merci à tous, je vous tiens au courant. Pour la communication animale, alors je sais pas là si tu as l'occasion de regarder sur ma page, enfin sur même la page directe de la nana en fait, elle s'appelle Aline de Eki Harmonie. Moi c'est avec elle que je suis passée. Donc Eki Harmonie, ça s'écrit EKI Harmonie.
Et elle est top, je l'ai eue sur un podcast, j'en ai fait un article. Elle est vraiment très très bien. Si tu veux ses coordonnées, je peux te les envoyer après en MP. Viens me faire un petit toc 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 pour avoir son numéro de téléphone. Et puis comme ça, tu pourras l'appeler direct. Et merde, la girafe. Ouais. C'est con, hein. T'as une girafe bleue en tête maintenant. Après, oui, moi je ne connais que Aline de Eki Harmony, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai que là, le bouche à oreille fonctionne très très bien. Donc, si jamais tu demandes sur un groupe les gens qui peuvent marcher, là, il y a Hello qui nous parle de la page Iphigénia et Juliane. Si tu trouves son commentaire là, Iphigénia, c'est voilà, ça peut être un bon contact aussi. Ça peut être un bon contact aussi. Pas que les coachs. Ah bah Aline, justement, Aline nous a rejoint. Aline K. Marjorie, si jamais tu trouves Aline K là dans les personnes qui regardent, c'est elle qui fait la communication animale avec Cantade. Aline, tu tombes à point nommé. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est très très bien. Donc si jamais tu as envie de contacter Aline K, du coup de son surnom Facebook pour la communication animale, c'est quelqu'un que je recommande vivement. Pas que les coachs, il faut avoir un bon veto, maréchal, etc. qui accepte nos choix globaux. Alors ça c'est vrai, ça c'est carrément vrai. Je reboucle sur la question du début avec la ferrure. Par exemple, moi mon maréchal il est pas super chaud pour partir sur les duplos, mais je sais pas pourquoi. Il a pas réussi à m'expliquer pourquoi il trouvait ça pas bien. Donc je sais pas si c'est vraiment parce que Cantade ne peut pas prendre de duplos, enfin ne supporterait pas les duplos, ou si c'est juste parce qu'il a la flemme et qu'il a pas envie. Voilà, ça par exemple, c'est un mystère. Il faut que j'éclaircisse le truc, mais je ne sais pas. Donc c'est vrai que trouver des professionnels qui comprennent nos envies et sont capables de faire avec et d'aller plus loin, ça c'est hyper important. Et c'est loin d'être facile. Franchement, c'est un petit peu un parcours du combattant des fois pour trouver la personne qui nous ira bien, surtout dans des métiers comme ça, un peu, je ne vais pas dire traditionnels, mais la maréchalerie, ça reste quand même un métier de tradition. Donc c'est vrai que voilà, pour faire parfois bouger les lignes et trouver des gens peut-être un petit peu plus modernes ou qui acceptent les nouveautés, c'est un peu compliqué. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Je remonte. Non, tout ça c'est vos commentaires. Bonsoir Dominique. Alors... Bon, ceci dit, là, ça me fait penser. Je sais pas si vous avez des retours sur les duplos, vous d'ailleurs, parce que ça m'intéresse. Sur le groupe Facebook, il y avait des gens vraiment pour, des gens vraiment contre, qui disaient que le fer était épais et que c'était pas forcément simple d'ailleurs pour que le cheval marche bien avec, que ça pouvait parfois un peu accrocher sur les surfaces difficiles comme les routes. Et parfois complètement glisser sur l'herbe. Alors du coup, ouais, je sais pas si vous avez des retours, là ça m'intéresse. C'est souvent par méconnaissance. Quand j'ai passé mon cheval pieds nus, mon maréchal ferrant et la pension m'ont dit que c'était que pour les chevaux qui étaient à la retraite. MDR, quoi. Ouais. Oui, bah c'est vrai. Pardon. C'est vrai que être à la pointe comme ça des nouveautés, pardon, c'est pas forcément tout le temps évident quand on a les mains et la tête dans le guidon quand on fait son boulot de maréchal ferrant. En plus, ça demande quand même d'aller chercher, d'aller toucher les fers, d'aller lire et apprendre des choses un petit peu différentes. Donc c'est clair que c'est vraiment pas simple. Je voudrais publier un dessin de girafe, mais on peut pas. On le mettra en story, t'inquiète Elsa. Moi, je voulais mettre une photo de moi sur un âne. Vous savez quoi, je ferai un post spécial replay du live. On pourra mettre tout. Quand est-ce que tu passes dans l'Est pour essayer le western? Bah écoute, là avec le confinement, le déconfinement, on est mal barré. Hein. J'aimerais bien aller dans le Nord pour revoir les copains et pour le boulot et j'y arrive pas. Donc bon, écoute, un jour si je peux reprendre l'avion ou le train pour aller à plus de 100 km, je serais ravie de venir, ça c'est clair. Ouais, j'avais lu que pour les duplos, il faut bien les choisir, il faut bien les retravailler aussi, parce que tu as quand même un petit travail à refaire.
Donc c'est pour ça, il faut vraiment que je trouve le maréchal qui sera capable de m'accompagner. Sinon, c'est un petit peu la misère. J'ai peur de faire plus de mal que de bien en passant au duplo. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Mon maréchal pose des duplos, c'est top niveau amortisseur sur les sols durs, mais ça glisse sur terrain humide. Ouais. Ouais, bah ouais. C'est vraiment aligné avec les commentaires que j'avais déjà eus. Ce qui m'embête un peu parce que autant là pour les entraînements, clairement, on est dans des cailloux et des chemins durs, donc les duplos pourraient être top. Mais j'ai un peu peur que pour les courses, qu'on fait souvent plutôt le long de la côte, et où potentiellement il y a de l'herbe et des terrains plats, bah là j'ai peur en fait que ça glisse à fond et que autant je suis avantagée pour mes entraînements et autant pour les courses c'est la misère quoi. C'est un peu ça mon souci avec les duplos. Mais bon, après c'est pour cet hiver donc j'espère que ça ira bien. Tu mets des crampons sous tes fers pendant les courses? Ouais, j'ai des crampons. Mais j'ai des crampons plutôt en fait pour le béton. Parce que vu qu'on est ferré et qu'on passe sur des cailloux et du béton, on est obligé d'avoir des petites pointes en tungstène pour bien accrocher et bien adhérer aux surfaces un peu lisses comme ça, comme les cailloux et les routes. Donc du coup, j'ai pas forcément des crampons spéciales herbe qui sont un peu plus grands, un peu plus carrés pour des crampons type cross quoi en gros. Donc je peux pas mettre les deux. C'est un peu compliqué. Je suis en fer classique devant et duplo derrière. Ouais, c'est vrai que ça peut. J'avais pas pensé à la combinaison des deux. C'est vrai que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Après, bah ouais, sinon il y a quand même la question des hipposandales, hein. Ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai un peu peur de passer aux hipposandales parce que c'est un domaine sur lequel je ne connais pas grand-chose et qu'il y a de nombreux modèles. Et j'ai cru comprendre que le serrage de l'hipposandale avec toutes ces lanières était complexe, que c'était un coup de main à prendre. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie qu'on me montre pour par la suite être capable de refaire le geste correctement par moi-même. Donc voilà, je me dis, si les duplos c'est quand même mitigé, l'hipposandale ça peut être intéressant, mais voilà, autant je suis hyper à l'aise pour aider les gens à choisir un bridon ou une selle, autant sur les hipposandales, là j'ai vraiment pas la connaissance, donc j'ai besoin qu'on m'aide. Et écoutez, s'il y a des ouf fitting, ça peut être une bonne réponse. Je connais pas les duplos, mettre des crampons sur les duplos, est-ce que c'est possible ou non? Bah je sais pas. Je sais pas du tout. Je trouve que les duplos, ça ne glisse pas trop sur goudron. Ouais, mais c'est les retours que les gens font, hein, que globalement sur surface lisse, type route, cailloux et tout, c'est top. Par contre, sur l'herbe, ça devient savonnette. Bah ouais, c'est ça. Hipposandale, j'ai essayé. Retour de Karine, c'est très compliqué au niveau choix et utilisation sur longue distance. Donc ouais, c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'il y ait un podologue, hein. On en revient au fitting, là, si jamais quelqu'un a des envies entrepreneuriales, qu'il se lance. Moi, je pense qu'il y a vraiment un créneau à prendre sur le ouf fitting, sur du coup, trouver la bonne chaussure qui va bien avec l'utilisation de la personne, enfin, l'utilisation de la discipline. Donc c'est à voir, quoi. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? 54. Franchement, total respect. On aura fait 1 heure finger in the nose. J'ai une question moi après sur les lives. Est-ce que c'est des formats que vous aimez bien? Est-ce que ça permet comme ça de se rencontrer, on va dire un peu plus, enfin de manière un peu plus interactive? Est-ce que vous avez envie qu'on refasse l'expérience? Est-ce que du coup vous voulez des thèmes particuliers? Alors moi je suis très à l'aise sur l'équitation d'extérieur, sur l'endurance, sur le matériel du cheval. Voilà, est-ce que du coup vous voulez que ça devienne un rendez-vous un peu plus récurrent ou pas? Je demande pour savoir ce que vous en pensez, si ça vaut le coup qu'on y consacre du temps ou pas. Je suis la meilleure. Oui, merci, merci à Amélie. Ouais, merci Émilie, merci Hello, c'est cool. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Donc je me dis, si j'ai suffisamment on va dire de demandes, hein, parce que faire un live, s'il n'y a personne qui regarde, ça n'a pas grand intérêt. Mais si on peut en faire un rendez-vous un peu plus récurrent.
Et puis comme ça, se donner des thèmes précis. Dommage, je suis arrivée à la fin. Ben, je vais essayer d'avoir le replay. Je suis nulle en technologie, mais du coup, là, je vais essayer de voir comment on peut faire le replay. Comme ça, vous aurez au moins le replay. Bah ouais, les lives, c'est sympa. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ça me permet en plus d'avoir une interaction un peu différente que juste en répondant à vos commentaires, à vos retours ou à vos MP. Donc, je trouve ça vachement sympa. Et ben, disons que voilà, on va voir comment faire un prochain live. Donc, bah, je peux vous inviter déjà jeudi, je pense. On va recommuniquer avec Elsa de Roadbook Endurance. On va faire un live jeudi. Là, ce sera plutôt sur la reprise du travail. Maintenant que la première semaine est passée, donc moi, ça fait déjà deux bonnes semaines, trois, que j'ai repris avec Cantan. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut vraiment faire gaffe. Il y a des petits paliers à passer et tout. Donc je me dis qu'avec Elsa, ça pourrait être bien sympa de refaire un live. Donc jeudi, on vous tient au courant. Et puis après, on verra juste nous, enfin sans Elsa. Je t'aime Elsa, mais sans Elsa, juste j'entraîne mon cheval, comment on peut faire les lives aussi voilà, sur les thèmes. Bah c'est cool. Ouais, bah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient pris en cours de route, mais ouais, le principe est sympa, hein, j'aime beaucoup. Ah, dernière question matos, comme ça. Sur les couvertures magnétiques, tu as déjà essayé? Non, jamais essayé. Les couvertures magnétiques ou les guêtres magnétiques, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Mais probablement parce que je ne suis pas sensibilisée dessus. Hein, donc j'ai vraiment zéro retour à faire. Et je me suis pas renseignée plus que ça sur la technologie. Donc autant sur les céramiques et tout, je suis un petit peu à l'aise. Autant sur les choses magnétiques, que dalle. Donc ouais, je suis désolée. Bon, bah les gens, je vous propose de faire... Ah, dernière... Pardon, Steph, excuse-moi. Que penses-tu des tapis mèches? Bah, ils sont très bien. Moi, le mèche, j'aime beaucoup. Il y a le GT Concept, là, les premières versions, elles croustillaient. Enfin, elles croustillaient, je me comprends. En fait, on a testé le tapis. La forme, elle était pas top. Et vraiment, les premières versions des mèches 3D de GT Concept croustillaient beaucoup. Ça faisait un quand tu posais ta selle et quand tu montais. Ce qui n'est plus le cas sur les versions précédentes. Donc le mesh, c'est très bien, c'est très aéré. Faut faire attention aux trous pour pas qu'il y ait trop de poussière dedans. Après, il y a des faux tapis mèche, entre guillemets. C'est pas du mèche, mais les structures, elles sont en 3D et elles permettent de faire passer l'air. C'est très bien aussi, hein, ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Donc, ouais, moi je préconiserais plutôt bien. Ma fille vient de rappliquer, Elsa de la Reine des Neiges est où? Eh ben Elsa, tu nous fais un petit libéré délivré. Donc voilà, petite réponse en passant sur le tapis mèche. Ça peut être très très bien pour la sueur évidemment. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. À partir du moment où vous avez un tapis et vous posez une selle dessus, la selle ne respire pas. Donc à moins d'avoir un vrai gros tapis mèche qui permet malgré tout de faire circuler de l'air, c'est pas la partie qui va respirer sur un tapis. Ça c'est faux. Hein. Si vous soufflez à travers et que ça passe pas, ben voilà, ça marche pas. Donc à partir du moment où on pose une selle sur un tapis, il y a mécaniquement, thermodynamiquement des zones où ça respirera jamais. Donc avoir un tapis respirant, c'est très très bien. Mais voilà, ce sera quand même limité malgré tout dès qu'il y a contact. Hein. Si vous avez un sac à dos, vous avez beau avoir des super bretelles en mèche et tout, vous allez forcément transpirer sur votre t-shirt. Donc c'est très bien, mais ça a des limites aussi. Bon bah allez, je suis désolée du coup comme l'heure ça va bientôt couper je pense en plus à mon avis donc je vais couper tout de suite avant que Facebook me jarte. Je vous fais des gros bisous, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir. Je vous dis peut-être à jeudi avec Elsa de Roadbook Endurance. Et sinon, à la prochaine fois, on verra pour les thèmes. Du coup, je vous demanderai de voter. Comme ça, on pourra refaire une série de questions avec un thème bien particulier. Parce que là, c'était large aujourd'hui. Et du coup, ça permettra d'aller un peu plus en profondeur dans chaque thème. Allez, je vous fais des bisous. Bonne semaine à vous. Ciao.